Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, le quatrième épisode de 0 et 1, le webinaire qui décortique le numérique sous l'angle des compétences et des métiers. Et pas seulement pour les geeks, avec une visée très pédagogique. Donc toutes les semaines, c'est une discussion à bâton rompu avec un invité, avec un regard subjectif et garanti sans langue de bois. C'est à déguster en live sur Teams et sinon en replay sur YouTube. Et aujourd'hui, je suis très très content de recevoir Isabelle Rouran. Comment ça va Isabelle? Ça va très bien. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et tous. Alors, je commence toujours par la même question un peu perso, c'est pour qu'on rentre un petit peu et qu'on sache d'où tu parles. Alors, où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Tes parents, ils faisaient quoi? Et comment t'en es arrivé à t'intéresser au métier du futur? Alors, où est-ce que je suis née? Je suis née à Paris. Où est-ce que j'ai grandi? J'ai grandi essentiellement en région parisienne et j'ai fait mes études dans le nord de la France, à Lille en l'occurrence. Qu'est-ce que faisaient mes parents? Mon papa était assureur et ma maman codait, ce qui n'était pas complètement la mode à l'époque en fait. Donc, elle était informaticienne. Elle a trouvé du taf par un truc qui s'appelait le plan calcul à l'époque. Donc, je ne sais pas quel est l'âge moyen des participants, mais c'était d'un truc il y a longtemps. Mais donc, c'était une femme qui codait. Et pour dire d'où je pars, je viens aussi d'une famille d'entrepreneurs sur 4 générations. Mon arrière-grand-mère avait un business, ma grand-mère avait un business. Donc, il y a un côté, pas du tout dans la tech, hein, ça tenait des hôtels, des restaurants, des cafés, ça vendait de la presse, mais du coup, il y a effectivement un ADN assez entrepreneurial dans ma famille. Et comment j'en suis venue à m'intéresser au métier du futur? En fait, moi, j'ai eu 2 vies professionnelles. Une première vie professionnelle dans le monde des médias et de la communication pendant 20 ans, dans le monde du salariat aussi. Donc, j'ai travaillé notamment très longtemps dans des agences médias où j'ai dû faire à peu près tous les métiers de Padawan jusqu'à DG d'agence média. J'ai travaillé également 2 ans chez Renault sur tout ce qui est optimisation des investissements Médiamonde avec de la data, mais à une époque, ce n'était pas du tout à la mode. C'était entre 2005 et 2007. Je leur ai monté un deal avec YouTube à une époque où YouTube appartenait pas à Google. Et mon dernier job salarié était chez Facebook, où je construisais des relations à long terme entre Facebook et les grandes entreprises françaises. J'ai fait ça de 2014 à 2017. Et en 2017, j'ai eu envie de changer de vie. En passant justement du côté du recrutement. Moi, je suis persuadée qu'il y a 2 choses qui changent les entreprises. C'est les gens et la tech. Et que j'avais une carte à jouer ou en tout cas une valeur à apporter sur la partie, on va dire, casting. Et donc, j'ai créé un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent. Je fais essentiellement de la chasse de tête de dirigeants dans les métiers de la tech, de la data, du digital. C'est un métier, on va dire, à 2 tiers temps. Et un tiers de mon temps, je m'intéresse justement à tout ce qui est futur des métiers, futur du travail, avec des réflexions prospectives là-dessus, parce que le monde est en train de changer assez fortement là-dessus. Donc, j'ai écrit 2 bouquins sur le sujet. On en parlera peut-être après. J'ai fondé un observatoire des métiers du futur, donc qui est Mm. une association loi 1901 où on est 14 et où le but est d'impacter positivement les entreprises et les pouvoirs publics sur ces sujets de transformation des métiers et d'employabilité. Et s'il y a un seul mot à retenir de tout ça, c'est positivement. Voilà, je fais d'autres trucs. J'ai un podcast sur les métiers du futur. Enfin, j'ai plein de casquettes. J'ai même un képi, puisque je suis réserviste dans l'armée de terre, au sein de la DRH de l'armée de terre. Alors, de toute façon, il est fort possible qu'on reparle de tout ça, comme on a un peu de temps, donc on va bien zoomer tout ça. Ce qui est super, c'est que tu places déjà le décor exactement comme j'aurais voulu le placer, c'est la tech et l'humain, et les personnes, et les compétences, et le travail, donc ça c'est cool. Donc on va zoomer là-dessus, je suis ravi de te recevoir. Alors, la première question, qui est la question que j'appelle aussi souvent un peu Claudine et Jackie, mais Claudine et Jackie, c'est les prénoms de mes parents, et ils sont pas forcément très geeks, et donc en fait, la question Claudine et Jackie, c'est vraiment la question où il faut que tu sois hyper pédagogique, parce qu'on est regardé par des gens très différents, qui sont pas forcément tous dans la tech et tout ça. Donc voilà, faudra que tu fasses, et je sais que tu n'auras aucun souci à le faire, œuvre de pédagogie. Donc la première question, un peu en mode Claudine et Jackie, c'est comment, enfin, qui décide et comment on décide qu'un métier est un métier du futur? Comment ça se passe? Donc, Alors, euh, chasseuse de l'observatoire et puis des livres que tu as. C'est quoi un métier du futur? On parle de métier obsolète, on parle de métier pénurique. Aide-nous un petit peu à faire un peu le tri là-dedans. Mm. Alors, qui décide, comment on décide? En fait, tout dépend de comment on se place. Nous, on n'a pas vocation à être des sachants.
On a vocation à avoir de l'impact et à essayer de documenter de manière robuste ce que j'appelle moi des signaux faibles appelés à devenir signaux forts. Et notre méthodologie, elle se base sur deux choses. D'une part, des analyses quantitatives. Donc concrètement, c'est du Google Form auprès d'échantillons le plus large possible, et des analyses qualitatives. Donc c'est des interviews de chefs d'entreprise, de chercheurs, de start-upers, donc de profils assez divers, toujours en essayant de comprendre qu'est-ce qui transforme le travail et vers quoi on va. La conviction profonde que j'ai et qui a été documentée par les différents livres blancs de l'Observatoire et par d'autres études, notamment l'étude de McKinsey, c'est que ce qui change fondamentalement le travail aujourd'hui, c'est l'automatisation. En fait, concrètement, la moitié des heures travaillées en France est automatisable en 2022. Donc, c'est colossal, la moitié des heures travaillées. Ça ne veut pas dire que la moitié des emplois et des métiers vont disparaître, fort heureusement, sinon on n'est tous pas très bien. Ça veut dire, en fait, quand on rentre dans le détail, que 5% des métiers et des postes pourraient être totalement automatisés et que 60% pourraient être partiellement automatisés. Alors, sur la partie des 5% totalement automatisables, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Parce que concrètement, une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive, c'est souvent une tâche qui est pénible. Donc concrètement, s'il n'y a plus de poinçonneurs au lilas, s'il n'y a plus de liftiers dans les ascenseurs, ce n'est pas très grave. La conviction que j'ai, c'est qu'il faut protéger les gens, pas forcément les emplois. Si un métier disparaît, ce n'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est si on ne propose pas à la personne dont le métier disparaît de se former pour aller vers un métier qui est en tension, où il y a des besoins, et idéalement un métier qui est soit télétravaillable, soit dans son bassin d'emploi. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France, la mobilité pour changer d'emploi, c'est 30 km. Et dans certaines régions, comme par exemple le bassin minier, c'est 11 km. Donc il y a un vrai sujet aussi là-dessus d'adhérence des gens à leur territoire, et c'est bien normal. Et pour en revenir au deuxième chiffre, donc je disais 5% des métiers qui pourraient être totalement automatisables et 60% qui pourraient être partiellement automatisés. Et c'est là que tout joue, en fait. C'est qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage. Moi, la conviction personnelle, c'est qu'il faut se former. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit lien avec Simplon et avec le webinaire qu'on est en train de faire d'aujourd'hui. Mais effectivement, à partir du moment où on délègue à des algorithmes, à des machines, des tâches qui sont répétitives, eh ben, on a du temps pour aller se former à des nouvelles compétences, à des compétences de savoir-être. Et après, dans ce qui est un métier du futur, ce n'est pas que des métiers de la tech. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos parents, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Donc, en fait, plus il y a des métiers qui deviennent technologiques, plus il y a besoin de remettre une couche de relationnel. Je pense que toute personne qui a tapé 4 fois son numéro client sur un serveur vocal voit à peu près de quoi je parle. Il y a un vrai enjeu, effectivement, à se dire comment est-ce que je remets de l'humain dans tout ça. Donc, c'est bien parce que tu as répondu à ma question. Pareil, ça me génère d'autres questions. Donc, toi, tu te dis qu'il n'y a pas forcément des métiers du futur, mais que tous les métiers vont avoir un futur où dedans, il y aura une partie qui va disparaître parce qu'elle sera automatisée. Et il n'y a que 5% des métiers voilà, qui n'ont pas trop de futur. En Mais, tout cas, moi, je dis que tous les gens ont un futur. Il y a effectivement à date des métiers qui n'ont pas de futur. A priori, c'est chiffré à 5%. Mais tous les gens ont un futur. Ça, c'est certain. Et les métiers du futur qui n'existent pas encore, parce que souvent, tu sais, il y a cette espèce de statistique, on ne sait jamais d'où elle vient, celle-là, qui Je vais dit… te dire d'où elle vient. Pardon? C'est les 85%. Ouais, genre les métiers qui n'existent pas. Vas-y, dire d'où ils viennent. Les 85%, c'est une stat qui vient de l'Institut du Futur, qui est un think tank californien qui est financé par Dell. C'est une stat de 2017 qui a été à l'origine du bouquin et qui a été reprise dans tous les médias et qui a été assez mal reprise. Ce qui a été repris, c'est 85% des métiers de 2030 n'existent pas. Ce n'est pas la vraie stat. La vraie stat, elle dit quand on est en formation initiale, donc les gens qui sont dans un parcours apprenant en début de vie, donc les lycéens, les étudiants, les collégiens et les gens en études supérieures, dans 85% des cas, quand on était en 2017, le métier que vous exercerez en 2030 n'existe pas encore. Ce qui pose des vraies questions de comment je me prépare à un métier qui n'existe pas. Mais ce n'est pas exactement le même chiffre. Et d'ailleurs, on n'a pas de chiffre pour les gens qui sont actuellement dans le travail. Moi, le chiffre que j'utilise, c'est plus combien de métiers on va avoir dans notre vie. Et en l'occurrence, on tombe entre 6 et 9. 6, c'est un chiffre qui sort d'Harvard, d'un chercheur qui s'appelle Bob Keegan. En l'occurrence, il dit 6,5, mais comme je n'ai pas trouvé ce qui était le demi-métier, j'ai arrondi à 6. Et 9, c'est un chiffre de 2020 du World Economic Forum. Moi, perso, je suis déjà à 7 métiers, j'ai 45 ans. Juste pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on ne parle pas de changer 6 fois d'entreprise, mais de changer 6 fois de métier. Hein. Tout
à fait. On parle bien de changer 6 fois de métier. Et moi, j'ai fait différents métiers dans une même entreprise. Aujourd'hui, je fais du recrutement. Avant, j'ai fait de la construction de relations à long terme chez Facebook. Avant, j'ai dirigé une agence média, mais j'ai aussi fait du développement de business en agence média. J'ai transformé des organisations chez Renault. J'ai fait du marketing dans un groupe de presse qui a été racheté 3 fois depuis. Donc, c'est vraiment des métiers différents qui peuvent se faire au sein d'une même entreprise ou pas au sein d'une même entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de mobilité métier d'une boîte à l'autre, mais il y a aussi des sujets de mobilité métier dans une même entreprise. C'est ce qu'on appelle de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, pour justement aider les gens qui sont sur des métiers qui décrutent à aller vers des métiers qui recrutent. Moi, la conviction que j'ai, c'est qu'un métier, c'est jamais qu'un portefeuille de compétences. Et que donc, le sujet, c'est de se dire, il y a des métiers A qui sont peut-être pas tellement bien en ce moment, il y a des métiers B dont on a besoin et qui sont en tension. Comment est-ce qu'on propose aux gens du métier A d'aller vers le métier B? Quelles compétences il leur manque et comment est-ce qu'on les forme pour aller de A vers B et puis de B vers C et ainsi de suite à l'échelle et avec plein de combinatoires différents. Enfin, je Et schématise un peu, mais c'est ça l'idée. c'est ça que vous faites à l'Observatoire des métiers du futur? C'est entre autres ça qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on fait à l'Observatoire des métiers du futur. On fait des enquêtes, on produit des livres blancs. On en a fait 3. On en a fait un qui s'appelle Bâtir le futur des métiers. Donc, un livre assez général, justement, pour poser le décor que je suis en train de te poser là. Et 2 autres après sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Un premier sur l'employabilité des plus de 50 ans, qui est un sujet qui est très important dans notre pays et qui est très tabou. Parce que dans les boîtes de la tech, l'âge médian, c'est 41 ans. L'âge médian dans la population active, non, j'ai une bêtise. L'âge médian dans la population active, c'est 41. Dans la tech, c'est 31. Et dans la population française, au total, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, il y a 57% des gens qui ont plus de 50 ans. Donc, il y a juste un décalage parce que la tech est très jeune, ce qui est bien, mais il faut aussi penser aux gens qui sont jeunes depuis plus longtemps. Et on a fait un deuxième livre blanc sur tout ce qui est soft skills, donc sur les compétences de savoir-être. Et après, là, les projets pour 2022-2023, c'est de travailler à des méthodologies et à des livrables qui permettent justement aux entreprises de donner l'envie à leurs salariés, et particulièrement ceux qui sont sur des métiers qui vont moins bien, de se former. Donc justement, comment est-ce qu'on rallume l'étincelle, comment est-ce qu'on dynamite les peurs et comment est-ce qu'on pousse les gens justement à devenir être plus employables et à être acteurs de leur propre employabilité. Parce qu'en fait, il faut embarquer. Il y a un vrai sujet. Enfin, c'est pour ça que je fais ce webinaire avec toi, c'est pour ça que j'écris des bouquins. Hein. C'est positivement, il y a un moment, il faut envoyer un peu de bois, quoi. Et il y a qui dans cet observatoire du futur alors? C'est quoi les types d'acteurs, les types de personnes? Alors, les types de personnes, c'est assez varié. Tu as, alors déjà, je vais parler du bureau. Tu as un garçon qui s'appelle Vincent Lubuntel, qui est le vice-président, qui est le CEO d'une EdTech qui s'appelle Boosters, qui fait de la gestion automatisée de cartographie de compétences. Tu as une fille qui s'appelle Morgane Panjon, qui aujourd'hui travaille à la Société Générale, où elle est RH, et qui se forme à tout ce qui est data, humérisation des données. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre de la data science et de l'humanité dans les données? Tu as, en secrétaire général, tu as Stéphanie Fraise, qui est la VP HR de Blablacar, qui se trouve être une passionnée de soft skills que tu connais peut-être. Et Stéphanie, en plus, elle ne vient pas des HR à la base, elle vient plutôt du marketing et de la distribution. Et elle a fait un pivot de carrière. Et après, tu as des profils assez différents de 25 à plus de 50 ans, pas que des Parisiens. Hein. On a 2 Bordelais, on a 2 Nantais. On a eu une Lilloise à un moment. On est à plus que la parité. Il y a 8 filles et 6 garçons. On a mis un peu de temps à y arriver. Mais on y est aujourd'hui. Dans les ressources humaines ou dans le... Il y a des gens qui travaillent dans les ressources humaines. Tu vois, tu as une personne qui fait de la prospective RH pour la banque postale, et tu as des entrepreneurs dans des cabinets de RH, tu as une boîte de formation, tu as des consultants indépendants, tu as le patron d'un think tank qui s'appelle la Villa Numérique. Donc, c'est des gens qui sont intéressés à ces sujets. Tu as la patronne de la com d'Open Classrooms. Donc, tu as vraiment des gens qui s'intéressent à ces sujets-là, qui peuvent faire des métiers différents. Tu as un geek absolu qui s'intéresse au sujet et qui me gère toutes les problématiques de geek, que je salue, parce que sans lui, je n'y arriverais pas. Donc voilà, il y a des profils assez divers et moi, je suis très attachée à cette diversité. Et tu sais qu'à Simplon, donc on s'intéresse beaucoup à la formation au métier du numérique, donc on regarde comme le lait sur le feu et on observe beaucoup l'évolution des différents métiers. On regarde par exemple les offres d'emploi sur pôle emploi.fr, on regarde les observatoires des métiers, tu sais, des branches professionnelles. Donc, quelle est la complémentarité du travail que vous faites par rapport à ces gens qui sont un peu des spécialistes de la donnée, des métiers Eh ben, en fait, on fait un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 135 observatoires des métiers, tous très bien rangés par branche, parce que c'est une obligation légale, qui analysent beaucoup le passé et regardent un peu l'avenir, mais ils sont tous rangés par branche. Tu n'as pas grand-chose de transverse. Et nous, justement,
ce qu'on a voulu, et je pense que c'est le reflet de ce qu'on produit et c'est le reflet du casting aussi, c'est pas faire le futur de la banque en année 1, le futur des métiers du marketing en année 2 et le futur des métiers de l'artisanat en année 3. C'est vraiment de se poser avec une logique qui est transsectorielle pour justement pouvoir imaginer des passerelles qui sont pas forcément les passerelles qui sont attendues et qui peuvent après être pensées à l'échelle. Donc, c'est hyper complémentaire de travail de C'est tout hyper ça. complémentaire. Tu vois, ça se rapprochera plus de ce que peut faire un bureau prospective, métier et emploi à Bercy, qui est complètement transverse, qui d'ailleurs a souhaité s'appuyer sur nos travaux, que de ce que va faire un observatoire donné. Après, des observatoires donnés, parfois, me passent des coups de fil et me disent qu'est-ce que vous voyez-vous sur notre secteur, et en échange, on se cause. Hein. Ouais, vous collaborez. Ils sont complémentaires et sont complètement nécessaires. Mais nous, on ne veut absolument pas faire un focus sur un secteur particulier parce que justement, c'est le côté transverse qui n'existe pas. Et je suis convaincue que justement, dans ce sujet d'employabilité dans le futur, il faudra être prêt à changer de secteur aussi. Tu as dit qu'un des livres blancs de l'Observatoire, ça portait sur les compétences transversales et les soft skills. Ça, je veux bien qu'on passe un petit peu de temps dessus parce que c'est une expression un peu vague que tout le monde a un petit peu à la bouche en ce moment. Et moi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu dans ce rapport ce à quoi vous arrivez sur la question des compétences transversales pour qu'on parle de choses très, très concrètes et pas de trucs un peu fumeux et un peu marketing. Alors, c'est un peu… Les compétences comportementales peuvent être perçues comme fumeuses parce qu'en fait, elles sont peu ou mal mesurées. Et tout problème sans chiffre n'existe pas et toute opportunité sans chiffre n'existe pas. Donc moi, je suis convaincue que les compétences transversales, c'est une vraie opportunité. Déjà, juste le sujet, c'est qu'on, sans les opposer, il y a deux types de compétences. Il y a les compétences de savoir-faire, qui sont des compétences techniques, qui, elles, deviennent obsolètes extrêmement rapidement. Que ce soit la capacité de coder dans un langage ou dans un autre. Une compétence technique avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70. Aujourd'hui, on est sur 12 à 18 mois et je crois qu'à terme, on est en 2025 sur un an. C'est des chiffres de l'OCDE. Les compétences de savoir-être, elles ont le bon goût d'être pérennes. Donc, elles se bonifient avec le temps. C'est la capacité d'apprendre à apprendre, c'est l'agilité, c'est le leadership, c'est la capacité à travailler en équipe, à travailler à distance. Enfin, plein de compétences comme ça qui sont des compétences comportementales. Elles sont aujourd'hui très utilisées et très évaluées en phase d'entretien de recrutement. On a vu que dans 97% des cas, elles sont évaluées en entretien de recrutement. Donc, c'est très important. Je crois d'ailleurs que vous avez, vous aussi, des modules de soft skills dans les programmes que propose Simplon. Et ça m'a paru très intéressant. J'avais discuté avec une de tes collaboratrices que je salue ici, qui s'appelle Jessica, et qui a témoigné dans mon deuxième bouquin. Et le sujet, en fait, après, c'est comment on les fait grandir tout au long de la vie professionnelle et comment on les valorise dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles vont faire très attention aux soft skills dans le recrutement, c'est-à-dire qu'elles vont les évaluer, elles vont prendre des références. Mais après, dans le parcours du collaborateur, il n'y a pas forcément des objectifs qui sont mis sur les soft skills. Il n'y a pas forcément une évaluation dans les entretiens annuels qui sont faits sur les soft skills. Il n'y a pas forcément pour l'entretien prospectif de l'année d'après, des choses qui sont faites là-dessus. Et c'est là, je pense, que le bas blesse en fait, parce que c'est comme c'est pas valorisé, comme c'est pas forcément assez mesuré. Je dis pas que c'est pas partout pareil, mais c'est souvent ça, c'est qu'on regarde le recrutement et après on regarde plus. Et bah du coup effectivement, ça devient une compétence non pas douce mais molle, et alors qu'elles sont essentielles pour se mouvoir dans un présent dont on voit qu'il est quand même un peu agité en ce moment, et bah, du coup, on perd des choses. Mais pourtant, il y a des solutions qui existent. Tu vois, je ne sais pas si tu connais Gochaba et les travaux que fait Camille Morvan. Gochaba, le principe, c'est de se dire il faut arriver à évaluer les compétences des gens de manière débiaisée. Le CV est biaisé à 80%. Donc, j'évalue les compétences des gens en recrutement à l'échelle par des parcours de gamification. Donc, je fais jouer les gens dans les 20 minutes où ils vont se connecter pour gérer leur candidature. Et moi, Gochaba, je suis un algorithme qui va faire cette gamification qui permet d'évaluer des hard et des soft skills. Et je suis débiaisée parce que c'est le client final qui pondère comment chaque compétence doit être pondérée sur chaque job dans chaque boîte, de façon à ce que ce ne soit pas un espèce de truc uniformisé qui ferait toujours ressortir le même type de profil. Donc, il y a des solutions qui existent et qu'il faudrait déployer un peu plus à l'échelle. Donc, en tout cas, moi, je m'attache à parler au micro du podcast ou dans les bouquins. C'est super intéressant, ça me faisait penser, il y a des pionniers dans cette démarche-là, mais tu connais forcément la MRS, la méthode de recherche par stimulation de nos amis de Pôle emploi. Nous, on avait été très très frappés par cette méthode qui capitalise plutôt sur les habiletés, les appétences, plutôt que sur les compétences ou le CV ou l'expérience. Ça, c'est des choses qui te parlent ou tu retrouves? Oui. Complètement. Effectivement, il y a quelque chose de très français aujourd'hui
qui est le fait de recruter sur CV, sur compétences éprouvées, et du coup, on fait un peu du copier-coller. Et ça crée des planchers qui collent et des plafonds qui adhèrent. Et moi, ça ne me va pas. Donc, déjà, je ne le fais pas au cabinet chez Colibri Talent. J'ai adhéré à la charte de la diversité, mais au-delà de ça, le premier truc que je fais, c'est que si le brief, c'est je veux exactement le même profil que ce que j'avais avant, venant de la boîte concurrente et 10 ou 20 000 euros moins cher, en fait, je ne prends pas la chasse. Déjà, de base. Non, mais c'est vraiment une question voilà, d'éthique personnelle. C'est qu'il faut commencer à s'appliquer à soi-même voilà, moi, je suis plutôt pertinente sur effectivement des changements de parcours, des transferts de secteur, des transferts de compétences, comme une compétence très data va pouvoir se marier avec du secteur retail qui se transforme et se fait entre guillemets amazonné, ce genre de choses. Donc d'arriver à faire des moves, c'est ce genre de move-là que je vais arriver à faire. Et effectivement, ça nous parle beaucoup à l'Observatoire des métiers du futur parce que tous ces sujets de mise en situation, d'échelle de notation, par exemple sur les soft skills, tu peux imaginer plein de choses. Hein. Tu peux demander aux gens de s'auto-évaluer et puis de faire une évaluation par le manager et un 360 de pair à pair. Tu fais un référentiel de soft skills sur les 10 soft skills qui sont stratégiques pour la boîte et tu fais évaluer tous les 6 mois les collaborateurs en 360 au-dessus. Et tu mets ça dans les objets. Tu fais ça, a priori, au bout de 2-3 évaluations, c'est bon. Les gens savent qu'il faut qu'ils s'occupent de leurs soft skills, savent qu'il faut qu'ils se forment, savent qu'il faut les travailler, les mettre en avant, qu'ils seront évalués dessus et que les autres les évalueront dessus. Donc voilà. Mais en fait, il faut à la fois des objectifs clairs, une mission d'entreprise qui inclut ça et les outils, les gradients qui vont bien. Parce que sinon, encore une fois, si c'est pas monitoré, il ne va pas se passer grand-chose. Non, mais on va y revenir parce qu'on va revenir sur le recrutement et sur les pratiques des entreprises. Pour finir sur l'Observatoire des métiers du futur, sans dévoiler de secrets ou de scoop pour 0 et 1, c'est quoi votre prochain champ d'investigation, le prochain livre blanc, les prochaines choses sur lesquelles vous travaillez? Alors là, on travaille plutôt sur une méthode, justement pour accompagner les entreprises à faire ce travail de c'est quoi les métiers du futur dans mon entreprise et c'est quoi les métiers qui vont peut-être être moins du futur sans dire ceux du passé. Donc en fait, on essaie de travailler sur une méthode applicable. On n'a pas forcément de planning de publication à court terme. On a plutôt envie cette année de faire des livrables actionnables parce qu'on a déjà pas mal publié. Et puis moi, je publie par ailleurs les bouquins, le podcast. Donc là, on est parti plutôt là-dessus. On en est au début, on verra après. Super. Tu parles aller à l'instant de tes bouquins. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur les 2 derniers? Et volontiers. Alors, le premier, je Par le plus ancien, tu peux les montrer, hein, bien sûr. vous montre à l'écran. Les Le premier s'appelle Les métiers du futur, hein, curieusement. Il a été publié chez First en 2019. Je l'ai coécrit avec une femme charmante qui s'appelle Clara Doina-Schmelk, que je salue, qui a été un partenaire de réflexion sur la fin de l'ouvrage, ce qui m'a beaucoup aidé à finir ce premier livre, parce que c'est vrai que c'est un travail assez solitaire d'écrire un bouquin. Moi, j'avais une grande pratique d'écriture, mais plutôt sur du 4000, 5000 signes. Et quand tomber 300 000 dans 4 mois, ce n'est pas du tout la même. Et que je savais très bien où je voulais aller. J'avais toutes les interviews et j'avais un bouquin qui devait être fini à 70%. Et Clara m'a rejoint sur la fin du projet. Et ça a été un métier que tu peux rajouter à ta palette, ça. tout à fait. Co-auteur, co-autrice et ping-pong partner. Elle est tellement ping-pong partner qu'on avait une. En fait, elle s'est inscrite dans le projet, je pense, 8 semaines avant le rendu. Elle a mis 4 semaines à me faire un premier retour. Donc, moi, j'étais comme ça. Elle écrivait, c'était son choix, elle écrivait la nuit du samedi au dimanche, elle m'envoyait des choses. Moi, le dimanche, j'intégrais, je redécoupais, je remettais dans le manuscrit, etc. Et on se voyait tous les lundis soirs, 2 heures, pour échanger. Et après, on a fait chacune une relecture séparée et on a fait un week-end de relecture à haute voix. Ce qui fait que le bouquin, normalement, il est sans couture. Moi, je sais qui a écrit quoi à la virgule près, mais normalement, ça se voit plus. C'est une histoire que je raconte assez peu, d'ailleurs. Et voilà, et Clara est devenue d'amis. Et ce livre, effectivement, il est basé sur une trentaine de témoignages. Il établit une typologie des métiers du futur en 3 types. Premier type, des métiers qui existent déjà, qui se transforment sous l'impulsion de l'automatisation. Tu as avocat augmenté, interprète des data, qui est le futur du data scientist, journaliste du futur, le social seller, ou comment tu vends à travers les plateformes, par exemple. Deuxième type, c'est les univers dans révolution. Et là, tu vas avoir révolution du management, de la smart city, de la création. Et enfin, troisième type, c'est les métiers d'innovation radicale. Éducation des robots, des algorithmes, éthique de l'intelligence artificielle, cybersécurité, enfin voilà, comment tu appréhendes ça, tout ce qui est médecine numérique. Donc ça, c'est le premier bouquin.
Et le deuxième bouquin, Ah non, 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 attends. Alors, zoom. Donc, depuis 2019, donc les métiers ou les métiers du futur dont tu parles, est-ce que tu as déjà eu ce plaisir indescriptible de voir des offres arriver à Pôle emploi, en fait, avec presque l'intitulé de tes têtes de chapitre? oui. C'est quoi le cycle de je suis dans le futur, mais en fait, on parle de quoi? De 6 mois, 1 an, 2 ans? C'est quoi? Alors, la réalité, c'est que moi, je me suis projetée à 2030, justement à cause de ce fameux 85% de l'Institut du futur. Donc, j'ai écrit en pensant 2030, en 2018, publié en 2019, et c'est marrant, en 2021, il y avait pas mal de métiers qui existaient déjà. Donc, je me suis dit, soit je suis un génie absolu, soit la pandémie a tout accéléré, soit il y a un vrai truc. Et en fait, il y a un truc dont je ne m'étais pas rendu compte. Et en fait, c'est un peu les trois. Ouais, non. En fait, le truc, c'est qu'en design thinking, quand tu veux t'affranchir pour penser un futur vraiment prospectif, pour pas avoir peur de ce que ça va changer, tu es obligé de te foutre loin dans ta tête, alors que c'est des trucs qui en vrai vont arriver près. Et je l'ai fait complètement inconsciemment. C'est-à-dire que moi, je me suis projetée en 2030 et ça m'a permis de concevoir des choses, mais c'était clair, même si moi, je ne l'avais pas forcément senti, que ça allait arriver plus vite. Je te donne un exemple. L'armée a aujourd'hui des anticipateurs et anticipatrices de scénarios de crise. Ils ont fait un marché public. Donc, ce n'est pas les généraux, les amiraux qui pensent les conflits du futur et qui c'est eux C'est les auteurs de SF, hein, c'est ça? les auteurs de SF, mais les auteurs de SF, on leur a dit 2050. En sachant que ça peut se produire bien plus tôt, mais pour ne pas flipper, on leur dit 2050. Et c'est la même chose en fait. Donc, tu as le fait d'avoir effectivement, a priori, le nez creux, poser les questions aux bonnes personnes et un peu de prospectivisme, normalement pas trop faux. Mais je ne suis pas futurologue, mais effectivement, dans la tête, si tu veux faire la bonne prospective, il faut se mettre un peu loin pour arriver à concevoir, alors qu'en vrai, il faut se rappeler que ça va arriver beaucoup plus vite. Après, la pandémie a joué aussi, bien sûr. Mais tu as un ou deux exemples de choses qui étaient dans ton bouquin et que tu as vu, que tu vois passer maintenant? Interprète des data, c'est un futur du data scientist. Aujourd'hui, Microsoft en a 500 dans ses équipes. Des gens Donc, qui ne font que interpréter les datas. qui font que ça. Donc, vraiment, donc des gens qui sont à la croisée de l'intelligence économique, la BI, et de la data science. Un Euh, autre exemple? Est-ce euh, qu'il y a des dresseurs d'algorithmes, des dresseurs de robots, je sais pas quoi, alors, des des robots, il n'y en a pas sous cette logique-là, ou très peu. Par contre, de l'éthique de l'IA, il y en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des gouvernances d'éthique de l'IA qui sont mises en place de manière assez forte et beaucoup plus forte que quand j'ai commencé à concevoir ce métier-là. Sur la médecine numérique, ça a aussi pas mal avancé avec le Health Data Hub. Donc, ça a fait aussi bouger les lignes. Sur l'éducation de robots, tu vas l'avoir un peu sur, en fait, je débiaise mes algorithmes et j'ai cette logique-là qui est plus importante qu'avant, mais tu ne l'as pas encore complètement à l'échelle. et des commerçants qui ne travaillent que sur les plateformes, ça j'imagine que tu as Alors, préféré. ça, il y en a plein. Ça, il y en Ouais. a plein. Mais ça, pour le coup, c'est un vrai effet pandémie. C'est-à-dire que enfin, voilà, il y a des gens qui sont allés chercher des débouchés. C'est-à-dire qu'une fois que tu n'as personne dans ton magasin, le fait de faire ce move-là, il est réel. Et tu dirais, comme le patron de Microsoft, tu l'as un peu dit, hein, mais c'est que la pandémie, quoi, on a accéléré 10 fois la transformation, ça a été 10 fois plus vite que. Alors, 10 fois, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a été tous collés au siège et qu'on a pris plusieurs G dans la tête. Alors après, 10 fois, 20 fois, 5 fois, 100 fois, j'en sais rien. Je ne suis pas là pour mettre un chiffre là-dessus et je n'ai pas la compétence pour le faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le numérique est devenu l'affaire de toutes les entreprises, de tous les modèles économiques, de tout type de collaborateurs. Donc, il y a une vraie accélération qui a eu lieu, avec aussi pour conséquence une vraie fracture numérique qui s'est accélérée. On vit dans un pays où il y a 13 millions de déconnectés, 7 millions de gens qui sont en zone blanche ou pas équipés, 6 millions de gens qui ne sont pas à l'aise avec le digital. Pas à l'aise, ça veut dire, je ne sais pas, attaché ou détaché d'une pièce jointe. Et aujourd'hui, c'est des gens qui vont être du coup pénalisés dans leurs emplois, pénalisés dans leurs démarches administratives. Je donne un exemple tout con. Hier, j'étais à l'hôpital. Il fallait s'enregistrer avec une carte vitale et cliquer sur la borne. Le monsieur qui était devant moi, il bouclait sur le truc parce qu'il n'avait pas compris qu'il fallait appuyer sur l'écran tactile. Donc, à un moment, je me suis permise de dire, monsieur, je pense qu'il faut que vous appuyez là, parce qu'il a été à 4 fois et qu'il y avait une queue de dingue derrière. Pour nous, c'est évident. Et à un moment, tu appuies et pour lui, non. Donc, c'est un vrai sujet. Donc ça nous parle bien à Simplon, comme tu peux l'imaginer. Tu as dit aussi quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu dis que maintenant, il y a une partie un peu numérique dans tous les métiers. Ça, vraiment, c'est quelque chose que tu constates partout. Et donc, ça veut dire que tout le monde doit avoir des compétences numériques en dehors de la vie quotidienne, même dans son métier. Ouais, Qu'on soit, tout le monde doit avoir des compétences numériques.
quel que soit le métier qu'on fasse, mais ne serait-ce que pour quand on est un travailleur en mobilité, pouvoir poser ses jours de congé, pour avertir son employeur. Donc, je veux dire, le gardien, il doit avoir des compétences numériques. L'autre ou le test de caisse, il doit avoir des compétences numériques. La technicienne de surface ou le technicien de surface doit avoir des compétences numériques. L'aide-soignant doit avoir des compétences numériques. Même si c'est ultra basique, tout le monde doit en avoir. En fait, il y a une grammaire de l'électronique qu'il faut que tout le monde ait. Comme il faut comme on a tous besoin de savoir lire et écrire, quoi. Enfin, on a tous besoin de savoir se connecter au Wi-Fi. Voilà, et là, on ne parle pas de devenir développeur, hein, on est bien d'accord. Non, je ne parle pas de devenir dev. Je parle de savoir attacher, détacher une pièce jointe. Je parle de savoir se mettre dans l'outil de la boîte pour poser ses congés, déclarer ses heures. Je parle de choses, de pouvoir connecter avec la mutuelle. Je parle de ce genre de choses dont on a besoin quand on est salarié, quoi. Tout cas, on a besoin, tu as besoin d'être aujourd'hui numérique pour être dans le pôle emploi, tu as besoin d'être numérique pour payer les impôts. Oui, la recherche d'emploi, on ne déflore pas encore le sujet parce que je veux qu'on passe un peu de temps sur ton activité de chasseuse et sur les pratiques de recrutement. Mais c'est vrai que la recherche d'emploi, elle est aussi maintenant principalement numérique, non? Elle est principalement numérique. Et du coup, effectivement, sur des gens qui n'ont pas ou peu ces compétences numériques, qui sont en plus, c'est la double peine, c'est souvent des populations qui sont beaucoup plus menacées par l'automatisation parce que moins qualifiées. Après, ça ne veut pas dire que des métiers qualifiés ne sont pas automatisables, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais que ces gens-là qui sont moins qualifiés sont souvent aussi frappés d'électronisme et du coup vont se retrouver avec la double peine de mon métier est plus automatisable, je suis plus en risque et je suis moins employable, ou en tout cas, j'aurais plus de mal à rebondir parce que je ne suis pas à l'aise avec les outils numériques. Je ne suis pas sur LinkedIn pour créer mon compte Pôle emploi et me mettre à jour une fois par mois. J'ai du mal. Et donc, du coup, c'est des gens qui peuvent passer à côté d'opportunités ou perdre leurs droits bêtement parce qu'il va leur manquer de clics à un moment. Donc, c'est un vrai sujet auquel je pense qu'il faut faire pas mal de sensibilisation. Ça crée aussi des emplois. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont devenus, on va dire, conseillers numériques. Alors, il y en a dans l'associatif, avec notamment Emmaüs Connect, mais par exemple, la Poste a formé 100 personnes, 100 facteurs à devenir conseillers numériques dans les zones rurales. Et je crois qu'il y a un projet pour en former 100 autres dans des zones un peu plus urbaines. Donc, ça crée, je ne sais pas si c'est avec toi ou pas qu'ils ont fait ça, mais c'est avec toi, super. Donc, c'est le bon exemple. Mais je sais que vous bossez beaucoup ensemble. Mais voilà, il y a ces projets-là. Et effectivement, en plus, ça crée des jobs. Ça permet de reconvertir des gens qui sont talentueux. Mais bon, il y a moins de courriers aujourd'hui. S'ils peuvent aider des gens qui ne sont pas trop numériques à devenir numériques, tant mieux, quoi. Et vu de ta fenêtre, parce que tu es toujours le verre à moitié plein et tu es toujours positive, on est d'accord que ne pas avoir de compétences numériques, c'est très pénalisant, mais qu'en fait, tout le monde peut acquérir des compétences numériques? Tout le Ça, monde, tu le constates, hein? tout le monde peut acquérir des compétences numériques. Je le constate et je le forme. Enfin, j'ai formé la cousine de mon papa qui a 82 ans et qui était encore qui est dans une assoce, qui n'avait pas de mail, qui n'avait pas de ci, qui n'avait pas de ça. Un jour, ça m'a énervé. Je lui ai offert un ordinateur. Je lui ai appris comment connecter son ordinateur à son téléphone parce qu'elle n'avait pas la fibre. Enfin, elle n'avait pas le Wi-Fi. Et elle n'avait pas forcément les moyens d'avoir le Wi-Fi. Donc, je lui ai dit, tu sais que tu peux faire du partage de connexion avec ton téléphone. On va jeter le Nokia 3210, sa place est dans un musée. Tu vas prendre un de mes vieux iPhones, je vais t'apprendre à faire du partage de connexion. Et ben, aujourd'hui, elle s'est formée en ligne. Aujourd'hui, elle envoie des mails. Et aujourd'hui, elle suit ses activités associatives à 82 ans par Internet sans problème, à 82 piges. Donc, on a tous un grand-père ou une grand-mère à qui on peut apprendre ça. Et je ne dis pas que c'est qu'un sujet d'âge, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique tout jeune. Hein, c'est-à-dire qu'on est tous très à l'aise pour faire ça sur un fil d'actu. Mais après, moi, la première, sur certains sujets, j'ai besoin de me faire aider. Enfin, tout le monde peut apprendre pour peu qu'il ait envie d'apprendre et qu'on lui explique. Et tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. J'en ai vraiment, vraiment la conviction très, très intime. Cool. Et alors, le deuxième bouquin, Emploi 4.0. Alors, Emploi 4.0, aux éditions Atlan, sans co-auteur. Donc là, j'ai travaillé seule. C'est un bouquin qui est né après le premier confinement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un pivot. Les métiers, c'est super. Après, une fois que tu as pris le premier confinement dans les dents, que tu vois 390 000 emplois disparaître, il y a un moment où tu dis qu'il faut rajouter une couche emploi à cette dimension métier. Ça me paraissait essentiel. Et ce qui est frappant, c'est que tu vois, en 2021, on a recréé en France autant d'emplois que d'emplois détruits en 2020, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, il y a 47 000 emplois en plus dans le BTP. Il y en a 36 000 qui ont disparu dans le commerce physique. Il y en a à peu près 40 000 qui sont apparus dans le e-commerce.
Il y a des métiers qui ont disparu, des emplois qui ont disparu dans l'industrie. Donc, on voit bien qu'il y a des transferts. Et là, pour le coup, alors je ne sais pas si c'est 10 fois, comme le dit le PDG de Microsoft, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pandémie, elle a accéléré ça. On se rend bien compte, tu as le sujet il manque des gens dans la restauration. Tu as les Britanniques qui disent qu'ils n'ont plus de chauffeurs routiers parce que c'était souvent des populations hors British qui venaient et qu'avec le Brexit, en gros, ils sont rentrés chez eux, ils font un autre taf. Et du coup, ils ont des vraies problématiques là-dessus. Donc, il y a des vrais mouvements et des tectoniques des plaques. Donc, l'idée, ça a été de rajouter cette réflexion sur les emplois en plus de cette dimension métier, même s'il y a toujours ce qui fait l'ADN de mes livres, à savoir que chaque chapitre se termine par une fiche métier, parce qu'on ne se refait pas. Moi, je suis recruteuse à la base et j'écris des fiches de poste. Donc, il y a des fiches de poste dans mes bouquins. Et là, l'idée était effectivement, d'une part, de défricher comment est-ce qu'on dirige dans un monde 4.0, donc dans un monde où il y a de l'IA partout. Ça, c'est la première partie du livre. Et après, comment est-ce qu'on crée des emplois, parce que je pense que c'est la responsabilité du dirigeant dans un monde 4.0. Donc, c'est un livre qui va s'adresser effectivement beaucoup plus aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux politiques, aux managers aussi, mais vraiment dans cette logique-là de comment je crée des jobs et comment je transforme ma boîte pour l'adapter à ce monde-là. Là où les métiers du futur, c'était plus abordable pour quelqu'un, un Ouais, candidat. mais c'est une question d'éditeur en fait. C'est-à-dire que First est un éditeur très grand public, donc ça se voulait extrêmement abordable. Je ne te dis pas combien de fois on m'a fait réécrire le chapitre sur la blockchain. Moi, je devenais hystérique. Là où Atland est un éditeur moins grand public, je dirais pas haut de gamme parce que c'est pas le point, mais tu vois, Philippe Lemarchand qui dirige les éditions Atland, il fait beaucoup d'annales de prépa, de choses comme ça. Donc, c'est très pointu. Donc, c'est un travail éditorial différent, plus exigeant, plus anglais. Et donc, du coup, le livre s'adresse pas forcément exactement. Enfin, il est, j'espère, très accessible parce que je jargonne pas, en tout cas le moins possible. Et que en plus, voilà, j'ai envie d'en vendre des bouquins, hein, et c'est un livre grand public quand même, mais il a en tout cas une vocation dirigeant et influence qui est un peu plus marquée, et qui fait que je n'ai pas travaillé avec le même éditeur pour le deuxième bouquin. Super. Tu l'as dit un peu en filigrane, je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus. C'est la question de la formation tout au long de la vie, c'est la clé, puisqu'on va avoir plusieurs types de métiers, qu'on va changer d'environnement, etc. La formation, c'est central. Quel regard, toi, tu portes sur la formation, et notamment en France, les histoires de CPF? Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens? Est-ce que tu penses qu'on ne capitalise pas assez sur le système de formation, que les gens ne se forment pas assez? Quel regard tu portes là-dessus? Alors, je porte déjà le regard qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits qui vont dans le bon sens. Quand on met 2 milliards dans un plan compétences pour arriver à accélérer sur tout ce qui est en tension et sujet du futur, que ce soit l'industrie, l'énergie décarbonée, le cloud, la robotique, la data, ça va forcément dans le bon sens. Le CPF, c'est plutôt bien, même si je n'ai pas le sentiment qu'il est encore assez utilisé ou assez répandu, mais le fait de rendre chacun acteur de son capital formation et d'avoir un capital formation qui s'exprime en argent plutôt qu'en heures, déjà, ça permet aux gens de toucher du doigt que tout ceci a une valeur et pas simplement un coût, mais une vraie valeur. Le fait d'avoir aussi délégué des compétences de formation, étant probablement mieux que moi, mais aux régions, aux territoires, et on en revient à mon sujet de on bouge de 30 bornes maximum. Le fait du coup que ce soit quelque chose qui se décide au plus près de chaque bassin d'emploi parce que les besoins ne sont pas les mêmes à Lille, à Nantes ou en Corse, c'est plutôt très bien. Après, je pense qu'il reste pas mal de choses à faire, et surtout, moi, je pense qu'il y a deux vrais sujets. Le sujet, c'est que, il faut que chaque personne se sente acteur de son plan de formation tout au long de sa vie. Ce n'est pas simplement à votre manager, à votre boîte de vous dire il faut que tu te formes là-dessus. Il faut que chacun se pose la question. Et après, je pense qu'il faut que chacun se pose la question de comment il apprend. Moi, je sais que je n'arrive plus à apprendre derrière un écran en visio. Je sature, je ne peux plus le faire. Il y a des gens qui le font très bien, c'est très bien, je ne peux pas. Donc, moi, j'apprends en rencontrant des personnes. J'ai besoin de ce moteur-là. C'est pour ça que je fais des interviews pour écrire mes bouquins. C'est pour ça que je fais le podcast. C'est ma façon à moi de me former. Parce qu'il y a un besoin de contact et parce que la chasse est un métier assez solitaire, l'entrepreneuriat est solitaire. Moi, je suis solo entrepreneur. Donc, l'apprentissage, c'est pas ma récréation, mais c'est ma bouffée d'air. Donc, moi, j'apprends si je vois un être humain en chair et en os. J'ai besoin de ça. C'est pas la même chose pour tout le monde. Et en fait, je pense que chacun doit se poser la question de c'est quoi ma manière d'apprendre, mes manières d'apprendre. Ça peut évoluer au long de la vie, ça peut évoluer en fonction
de sa charge de travail, de ses contraintes familiales. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue qu'on apprend mieux en présentiel sur la formation initiale, qu'on apprend sûrement mieux en distanciel quand on a 3 enfants, un job à 3/4 temps, etc. C'est sûr que si on peut faire ça, pas forcément sur son temps personnel, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas sur des moments un peu plus creux dans la journée, c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, je pense que les 2 points d'amélioration, ils sont là. Je ne sais pas comment toi tu vois le truc, parce que c'est plus ton métier que le mien. Voilà, ça n'engage que moi, mais voilà, diag que moi je pose. Bah, nous, on voit vraiment qu'il y a une grosse dichotomie quand même entre la formation initiale et la formation continue. Et en France, en plus, la question du diplôme et de ta formation initiale, c'est un marqueur en fait que tu as un peu de mal à faire oublier. Ça, j'imagine que ça te parle aussi. Et Ouais. c'est vrai que le fait de retourner en formation, si c'est pas à l'initiative de ton employeur, si c'est pas dans le cadre de ton travail actuel, c'est assez difficile de motiver les gens parce que ça demande du temps, parce que ça demande de la remise en cause, parce que ça demande des moyens aussi, et qu'on n'a Ouais. pas tous 10 000 euros de CPF. Sur son compte CPF. Donc, c'est Puis ça vrai que demande aussi de moins travailler. C'est qu'en général, tu as aussi une diminution de salaire quand tu le fais à tes propres frais. Moi, je me suis formée à mes propres frais 2 fois. J'ai fait un exec certificate à l'ESSEC pour être administratrice certifiée et j'ai eu la chance d'être auditrice civile à l'école de guerre. Ce qui est une formation qui est gracieuse pour les civils, mais qui quand même, moi, m'a pris beaucoup de temps que je n'ai pas consacré à ma boîte, donc ça m'a, entre guillemets, coûté du chiffre d'affaires. C'est un vrai choix. Et je suis ravie de l'avoir fait et de m'être offert ce temps-là, qui m'a coûté un peu d'EBITDA à la fin et surtout beaucoup de nuits blanches, parce qu'il y a un moment où j'ai produit la nuit parce que le jour où j'étais en formation, mais voilà, c'est chouette à faire. Mais il faut que chacun se sensibilise à ça, parce que l'employeur ne peut pas tout faire, quoi. Ouais, complètement. Puis le regard qu'on porte à Simplon, comme tu sais, c'est des publics qui sont plus fragiles, plus éloignés de la formation, plus atypiques, moins qualifiés aussi, dans des territoires compliqués. Et là, c'est vrai que la formation continue, bah, pour eux, l'horizon, il est quand même un peu plus restreint. Ils n'ont pas tous travaillé. Ceux qui quittent le système scolaire ou les migrants, ils ont très peu de CPF. Donc là, c'est vrai qu'on cherche encore la bonne martingale. Bon, nous, on propose des formations gratuites, mais je veux dire, c'est sur le numérique et tout le monde ne va pas devenir développeur. Donc, c'est vrai que sur les gens qu'on a l'impression que les gens qui ont le plus besoin de formation sont les gens qui sont le plus en difficulté d'y accéder et de la financer. C'est quelque chose que tu observes, ça ou... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, du coup, faut arriver à capitaliser sur d'autres sujets. Tu vois ce que fait Madame Elisabeth Borne avec notamment tout ce qui est dispositif passerelle et transition, ça marche plutôt assez bien. Tu vois, je pense à ce qu'a fait le groupe de Richebourg Multiservice, qui a proposé à des techniciens et techniciennes de surface volontaires de devenir aide-soignants ou aide-soignantes en les formant et en leur faisant faire une mobilité vers le groupe Corian. C'est plutôt pas mal. C'est un vrai, entre guillemets, ascenseur social. Des soignants, on en manque. Je ne vais pas faire un dessin sur le sujet dans la catégorie des gens épuisés et du secteur archi en tension. Il y a plus qu'un sujet là-dessus. Et donc, effectivement, le fait de faire ces moves-là, ça peut être un bon moyen de craquer le sujet que tu cites, qui est une injustice profonde. C'est que ceux qui ont le plus besoin sont souvent les moins rencardés, les moins CPFE et les moins dans l'emploi. Donc, effectivement, je ne suis pas sûre que CPFE se dise, mais enfin, les moins munis de CPF garnis, voilà, les gens auront compris. Pardon pour le néologisme, mais voilà. Et du coup, effectivement, si tu n'as pas soit des entreprises volontaristes là-dessus ou un peu de mécénat un peu bien foutu, c'est compliqué à faire comme ce que tu fais toi, à savoir intégralement gratuitement, quoi. Mais c'est là que je voulais t'amener. Est-ce que justement tu vois beaucoup d'entreprises, tu regardes les pratiques de recrutement, les questions de diversité, de profils atypiques, de personnes peu ou pas qualifiées qui pourraient se reconvertir sur des métiers, ça tu vois que ça change vu Ouais, de ta fenêtre? Oui. ouais. Alors, je vois que ça change vu de ma fenêtre. Après, est-ce que ça change vraiment à l'échelle? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même un propre biais. Certes, je suis personnellement atypique. Je n'ai pas du tout positionné le cabinet comme ça, mais il y a quand même un petit sujet où de temps en temps, on me dit Isabelle, elle va faire des chasses atypiques pour des sujets atypiques. Ce n'est pas volontaire, mais c'est plutôt ce genre de sujet-là qui vient à moi. Donc forcément, moi, on m'interroge, les entreprises qui souhaitent travailler avec moi ou me demandent une conférence, il y a toujours un moment où on vient sur ces sujets d'inclusion, de diversité, d'atypisme, d'électronisme, et comment on fait avec les femmes, comment on fait avec les seniors, toujours. Parce que c'est un truc que je porte. Est-ce que du coup, c'est quasiment dans 100% de mes conversations, mais 100% de mes conversations ne sont pas représentatives du marché du travail français. J'adorerais, mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a forcément des endroits où c'est un peu plus à la traîne. Après, je pense quand même qu'en 3-4 ans, il y a eu des prises de conscience très fortes. Il y a déjà eu une prise de conscience très forte sur le genre à l'échelle, grâce à la loi Copé-Zimmermann,
qui, en 11 ans, a accéléré les choses sur les conseils d'administration, c'est-à-dire a déverrouillé le truc par le haut, est en train de le déverrouiller au niveau des CODIR et des entreprises de plus petite taille. Après, le truc, c'est que ce qu'on est en train de faire pour le genre, déjà, c'est lent, et il faut le faire sur les générations, le handicap, l'orientation sexuelle et l'origine sociale et culturelle. Et je ne veux pas faire de French bashing, ce n'est pas du tout mon point, mais sur l'origine sociale et culturelle, aujourd'hui, on n'est pas les meilleurs. Il y a une étude de l'OCDE qui montre quand tu es dans les 10% de revenus les plus bas de ton pays, le nombre de générations qu'il faut pour aller au revenu médian. Je crois que c'est 2 générations pour le Danemark, 3 pour le Japon. Nous, c'est 6 générations. On est lanterne rouge du classement. Je crois qu'il y a un pays qui a 7 générations, mais nous, il en faut 6. Donc, c'est là où on a un vrai sujet. Et moi, qui me touche très personnellement, parce que moi, je pense que moi, il m'a fallu peut-être 3 générations. J'ai eu 3 grands-parents sur 4 qui n'étaient pas français. J'avais une grand-mère qui était illettrée. Hein. Donc, je suis bac+5, je suis entrepreneur. Voilà, je ne dis pas que j'ai réussi, ce n'est pas le point, mais en tout cas, j'écris des bouquins. Donc, en 3 générations, on parle de quelqu'un qui était illettré à quelqu'un qui publie des bouquins. Donc, ça marchait. Aujourd'hui, il en faut 6. On a quand même un vrai sujet. Et ça a reculé. Je pense que la prise de conscience, elle existe. Les solutions, je ne sais pas si on les a à l'échelle. Non, mais par contre, les solutions, et c'est là-dessus que je vais t'emmener peut-être pour le petit dernier quart d'heure, est-ce que justement les métiers du futur, le fait d'acquérir des compétences qui sont très recherchées sur des choses qui sont très en tension, c'est pas le meilleur des ascenseurs sociaux? C'est clair. Ah ben ça, c'est sûr. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup plus facilement de la diversité dans des shortlists sur des métiers qui sont ultra en tension que sur des métiers qui sont ultra staffés. Et je pense que c'est inconscient de la part des recruteurs et des employeurs. Mais tu peux voir, il y a plus de diversité parmi les data scientists que parmi les directrices et directeurs de la communication. Parce qu'il y en a moins, tu veux dire? Parce qu'il y en a moins. Donc forcément, on regarde un peu plus large. Et tant mieux. Bon, après, ce qu'il faudrait, c'est que là où il y a beaucoup de gens, on regarde aussi un peu plus large plutôt que de faire dans l'entre-soi. Ça, c'est un autre débat. Et sur les métiers en tension qualifiés et non qualifiés, là c'est pareil, tu penses que les métiers en tension qui sont non qualifiés vont évoluer favorablement, qu'il y a des possibilités de devenir de plus en plus qualifiés avec l'automatisation, c'est-à-dire d'avoir des tâches. Je suis une incorrigible optimiste, donc je pense que oui. Après, je pense que ce sera le cas si on fait aussi les efforts d'investissement et si les métiers non qualifiés ne sont pas réservés à un certain type de population. Tu vois, je te renvoie notamment au rapport El Khomri sur tout ce qui est métier du grand âge. Elle détermine qu'il y a manque 240 000 ou 260 000 personnes pour 2024, hein, donc ça vient vite pour le grand âge parce qu'on a une population qui est vieillissante. Et pourtant, c'est des métiers qui sont très peu attractifs, très payés en dessous de ce qui devrait être payé parce que très féminisés. Donc, ça pose un vrai problème. Donc, C'est pas il y des a une métiers espèce de de double, triple peine. Et je n'ai pas les stats sur l'origine sociale et culturelle. D'ailleurs, je ne sais même pas si elles existent, mais il y a des sujets là-dessus. Donc là, il y a, je pense, un peu de boulot et ça passera là pour le coup par des politiques volontaristes et à mon avis étatiques. Quoi. Je ne suis pas une fan des quotas, mais de temps en temps, pour une durée déterminée, pour arriver à mettre le doigt sur un truc où il faut accélérer, ça a du bon. Nous, on est assez fans de cette approche-là aussi. Mais de temps en temps et pour une durée déterminée. Parce qu'après, c'est aussi insupportable quand on te fait sentir que tu es une femme quota. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois et j'aime bien citer Madame Françoise Giroud qui disait « La femme sera l'égale de l'homme le jour où on nommera une femme incompétente à un poste à responsabilité. » C'est une suffragette, mais je pense que c'est important. Super. Et du point de vue du candidat, alors des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de changer de métier ou qui ont quitté le système scolaire ou qui s'attaquent à des pratiques de recrutement qui sont en train de changer, où il y a des soft skills et hard skills, comment est-ce qu'ils peuvent, c'est quoi le coaching idéal type Isabelle Rouen sur des candidats? Est-ce qu'il faut effectivement choisir des métiers en tension? Est-ce qu'il faut mettre en valeur ses soft skills? Est-ce qu'il faut se former? Est-ce qu'il faut tout faire en même temps? Ce serait Alors, quoi déjà, il faut réfléchir à son projet, où est-ce qu'on veut aller. C'est-à-dire, c'est bien de se former, mais ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Si on se forme à un métier qui, derrière, ne nous plaît pas, c'est quand même un peu dommage. Et si on se forme à un métier qui, effectivement, n'est pas en tension ou sera naître en décélération dans 5 ans, c'est un peu dommage. Donc, je pense qu'il faut faire son étude de marché. Alors, comment on fait ça? Alors, on peut rencontrer des gens qui font le métier qu'on a envie de faire. Ouais, c'est ce qui est nous. Test un métier qui fait ça, c'est la boîte de Karine Selnik, je ne sais pas si tu la connais, mais qui en fait propose des visio-métiers à l'échelle.
Donc, en fait, elle signe ça avec des grands groupes qui ont notamment des populations qui sont sur des métiers qui décrutent. Et elle leur propose d'organiser à l'échelle des visio-métiers partout dans toute la France vers des métiers qui pourraient intéresser les gens en question pour qu'après, ils mettent en place le bon plan de formation. Parce que c'est super, je dis n'importe quoi, je veux me reconvertir, je vais être pâtissier. Parce que j'adore faire de la pâtisserie le week-end. C'est hyper agréable chez moi avec mes enfants le dimanche. C'est pas la même chose de se lever à 5 h du mat et de se taper 300 fonds de tarte tous les jours, 6 jours sur 7. Et en fait, avant d'aller faire le CAP pâtisserie, ça peut être pas mal de passer une semaine dans une boulangerie-pâtisserie, de se rendre compte de ce que c'est, d'être debout, etc., etc. Donc, c'est ce genre de choses. Je pense que déjà, il faut définir son projet. Il faut se faire une espèce de vie ma vie, soit par des systèmes existants, type test un métier, soit en prenant son téléphone, son LinkedIn, son mail, son Facebook, et en disant, dites donc, j'aimerais faire ce que vous faites vous, est-ce que vous m'accueillez 3 jours dans votre boutique, s'il vous plaît, et je vous paierai une bonne bouffe à la fin. Enfin, il y a très peu de gens qui n'aiment pas parler de leur métier. Donc, quand on demande gentiment et poliment, en général, on trouve. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Après, je pense que c'est impératif d'être présent sur les réseaux et notamment sur LinkedIn. Et le troisième truc qui est impératif, c'est de travailler son réseau et son savoir-être dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand on cherche un boulot, ça ne s'improvise pas le jour où on a besoin d'un travail, ça se travaille tout au long de la vie. Ça se travaille en prenant des cafés avec des vrais gens, dans des vrais cafés, loin de son secteur, pas forcément de manière intéressée, pas forcément de manière immédiate, et en concluant le café par comment je peux t'aider. En général, si on file un coup de main à la personne, déjà, si elle est polie, elle vous rendra l'appareil de « Et toi, comment je peux t'aider ?» Et c'est ça qui fait que le jour où on a besoin, on peut appeler les autres en disant « Dis donc, là, j'ai besoin qu'on m'ouvre une porte. » Tu vois, c'est ce que fait notamment Ludovic de Gromard avec Provoquons la chance. Je pense que tu as vu cette campagne, il m'a fait l'honneur de m'appeler parmi les 100, mais de se dire « Ok, provoquons la chance. » Pour les gens qui sont arrivés au bout du parcours chance, qui est un parcours en fait de coaching en reconversion, on s'engage à ouvrir une porte si c'est nécessaire dans le secteur où on peut le faire. Et je trouve ça assez malin, mais ça marche effectivement parce que moi, j'ai eu de la chance, donc j'ai envie de rendre cette chance-là. Mais comment tous les gens qui font Simplan, tous les gens qui nous écoutent, tous les gens qui vont nous regarder sur YouTube peuvent faire ça, mais juste, voilà, prenez le temps d'échanger avec des gens sans avoir un truc direct à leur demander tout de suite. Et rien que ça, en fait, le fait d'avoir cette curiosité-là, en général, ça aide pas mal. Et si on prend des cas un peu limites, forcément, je vais te mettre en difficulté. Donc, la personne qui quitte le système scolaire sans qualification, la personne en situation de handicap qui, parce que le système d'éducation n'est pas adapté, n'a pas pu développer des compétences et des diplômes, le migrant qui arrive et qui était peut-être dans son pays super bien capé, mais comme il n'y a pas d'équivalence de diplôme, il arrive en France. Et en fait, comment est-ce qu'on fait quand on redémarre à zéro, soit parce que la vie t'a fait redémarrer à zéro, soit parce qu'effectivement, tu as zéro expérience et zéro diplôme? Comment est-ce qu'on fait pour… Je pense qu'on fait pareil avec 10 fois plus de volonté et 10 fois plus de résilience. Et moi, j'ai 10 fois plus de respect pour ces profils-là. Tu vois, j'ai eu la discussion avec un migrant hyper capé que je vois passer dans mon fil LinkedIn un jour. Donc, quelqu'un de formidable qui fuit l'Afghanistan un peu en catastrophe avec ses 2 filles et sa femme sous le bras qui atterrit en Pologne, qui est spécialiste de tout ce qui est formation, etc. Donc, et on a été connectés, je ne sais comment, par une espèce de boucle, de poste, de trucs complètement improbables. On a fini par s'appeler et je lui ai fait les 2-3 bonnes mises en relation qui ont été. Mais effectivement, je pense qu'il s'est démené. On ne s'est jamais vu. On a prévu de se prendre un café à Paris quand il pourra venir en France. Mais ça demande de se démener 10 fois plus, 100 fois plus. Et je pense qu'il faut être très, très résilient. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas, comme tu dis, quand il y a eu un reset, soit de la vie, soit une rupture de parcours, et je sais que toi, tu proposes des formations à ces gens-là et que tu les accueilles, et j'ai beaucoup, 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 beaucoup de respect. Il faut faire la même chose, mais effectivement, c'est peut-être plus long et il y a peut-être un taux de succès le taux de transfo est moins bon, donc faut en faire plus au départ. Mais moi, je suis convaincue il suffit d'une opportunité, une. Donc, si le taux de succès 3 fois moins bon, faut déclencher 3 fois plus. Et est-ce qu'il y a un endroit, est-ce que c'est sur le site de l'Observatoire des métiers du futur, est-ce qu'on a un endroit où est-ce qu'il y a tous les métiers en tension et Non, on a pu on choisir? ne l'a pas fait en mode typo. Tu Ça dois existe ou pouvoir pas? retrouver des classifications qui existent, tu as Honnête, tu as des références comme ça qui existent. Mais on ne l'a pas fait parce que ça existait déjà, mais on ne l'a pas fait en mode typologie avec du volume. Mais donc, taper métier en tension dans un moteur de Ouais, recherche bien ouais, connu. Et après, il suffit de voir celui qui fit le plus et essayer de vivre ma vie de métier en tension. exactement. Hmm. Ça me paraît une bonne méthode.
Et comme recruteuse, donc c'est quoi ton métier de chasseuse? Là, on parle de colibri. Donc, tu dis qu'on t'appelle souvent pour des trucs un peu atypiques. Ouais, C'est, parce que je fais souvent du recrutement de dirigeants. En fait, moi, je fais entre 8 et 10 chasses par an, donc je fais vraiment pas de volume. On m'appelle sur de l'atypique dans le sens, c'est souvent des entreprises qui se transforment, donc qui veulent donner un grand coup d'accélération technologique et data à leur modèle économique et qui, du coup, pour ces sujets de transformation-là, parce que c'est de la transfo, ils n'ont pas forcément le bon profil à l'intérieur parce que sinon, la transfo, elle serait déjà faite. Donc, c'est souvent du mariage de compétences, du mariage de culture d'entreprise parce qu'il faut que la greffe, elle prenne, parce que faire de la transfo, de temps en temps, il y a des endroits, des pain points, là, des points de crispation quand on transforme. Donc, il faut des profils qui soient à la fois très résilients et qui savent susciter l'adhésion, très bons dans la data et dans la donnée. Donc, c'est plutôt ce genre de choses que moi, je vais faire. et là, tu vas faire quoi après? C'est quoi tes trucs du moment? Mes trucs du moment, écoute, j'en ai plein. Je suis en train de réfléchir à de nouvelles formations pour me former moi, mais j'en dis pas plus parce que j'ai posé 2 dossiers de candidature et que je ne saurais pas avant cet été si je suis prise. Donc, provoquons la chance. Je suis un peu superstitieuse, n'en parlons pas. Donc, j'ai ça comme projet. Le Pas podcast se d'autres développe bouquins? bien. Pardon? Pas d'autres bouquins? Je tourne autour. Donc, c'est pareil, tant que tu n'as pas séché le sujet et signé un éditeur, tu n'en parles pas par superstition. Donc, Oui, le podcast, oui, il y a des projets auxquels j'ai pas donné suite avec 2 éditeurs que j'adore en plus. Voilà, ça va venir. Après, celui-ci, il est récent, il est sorti en septembre. Il faut avoir du jus pour s'y remettre. Donc, de toute façon, 2023, forcément. Après, sur quel sujet, dans quel angle, pour quelle cible et est-ce que je démarre en 2022, j'ai pas statué. Mais bon, on est le 17 février, donc je ne suis pas en retard. Mais oui, le podcast, je t'ai pas interrogé, parce que ça peut aussi vachement aider nos auditeurs et nos spectateurs. Tu peux en parler un petit peu? Alors, bien sûr, le podcast, on a passé les 37 000 écoutes, donc je suis assez contente. Chaque mercredi, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Le podcast s'appelle Les métiers du futur et chaque mercredi, j'interroge une femme ou un homme. D'ailleurs, je t'ai interrogé, tu m'as fait l'amitié de venir au micro du podcast pour parler de Simplon, qui justement contribue à ces métiers du futur. Soit parce qu'il est employeur et qui crée je dis n'importe quoi, un métier d'ingénieur en sobriété numérique, un métier de planeuse urbaine, un métier de… qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu l'expert forestier qui connecte les arbres et qui gère les patrimoines forestiers des entreprises et des collectivités locales, soit parce qu'il a des sujets de recherche ou qui tient un institut de formation ou une entreprise qui forme au métier du futur. Donc voilà, donc l'idée, c'est de donner envie aux gens, leur donner des clés avec du concret à chaque fois incarné. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, mon moteur, c'est la rencontre. Donc déjà, moi, ça me permet de rencontrer des gens formidables. Je ne suis pas sûre que je t'aurais rencontré autrement. On s'est rencontrés dans le cadre de ce podcast-là, toi et moi. Je vais y arriver, je parle. Mm. Et voilà. Et du coup, ouais, en tout cas, c'est chouette à faire. Donc ça va continuer. Et après, je ne sais pas encore. Ça restera le mercredi. Je ne sais pas si ça va rester en hebdo ou si j'ai la formation auquel je pense, ça passera peut-être en bimensuel. J'essaierai. Donc voilà. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouf. À part plein de réussites, plein de positifs. Plein de réussite, plein de positifs. La santé, c'est hyper important. Et puis des belles rencontres. Si on est déjà une là, mais des belles rencontres, ça peut être chouette. C'est ça mon moteur. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux gens qui nous écoutent? Bah ouais, peut-être j'aime pas trop, tu sais, les trucs un peu valises, l'ikigai, là, de trouver Ouais. des trucs comme ça. Mais en fait, trouver quelque chose dans lequel les gens s'épanouissent et que ce soit pas. Est-ce que tu crois que c'est vrai cette citation qui dit que si ton travail te passionne, en fait, tu travailles plus jamais de ta vie? Ah, mais moi, Tu je crois ça? ne travaille pas. Hmm. Je bosse beaucoup, mais je ne travaille pas, clairement. Effectivement, ça me passionne. C'est le meilleur move que j'ai fait de ma vie. Je suis très contente de faire ça. Effectivement, je n'ai pas l'impression de travailler. Je bosse, je délivre. C'est beaucoup de temps, mais c'est un peu de charge mentale sur la partie comptabilité et recouvrement, parce qu'il y a quand même des trucs pas passionnants dans mon travail. Mais globalement, 90% de mon temps, c'est du plaisir, c'est de la joie, c'est faire avancer les entreprises, c'est faire avancer des gens dans leur carrière, c'est avoir de l'impact. Donc oui, moi, je crois profondément à ça. Effectivement, je crois à l'alignement. S'il y a un truc qu'on peut me souhaiter, justement, c'est de garder l'alignement parce que tout bouge. Et effectivement, j'aime bien l'image de l'ikigai sur ce dans quoi je suis bon, ce dans quoi il y a un besoin et ce que j'aime faire. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est d'arriver à aligner les trois. Et tu confirmes que les métiers du futur, il y en a qui sont accessibles, même si on n'est pas bac plus 18 et qui sont Oui, passionnés. oui, oui. On peut avoir un métier du futur, un bac -2.
Donc, il faut arrêter avec Soit le… passionnant et bien payé. Je ne m'exprimerai pas sur le salaire, mais enfin, il y a des ascenseurs sociaux, il y en a. Mm. Et puis s'il y en a pas assez, on a qu'à les créer nous. Enfin, c'est non mais sérieux, enfin, on peut pas, c'est le colibri, hein, chacun fait sa part. Super. Bah, merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup Frédéric pour l'invitation. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est chouette.